on est tous pour qu'en fait il y ait plus d'éducation, plus de réflexion, plus de débat, plus de contradictions dans le pays. Parce que la réalité, c'est qu'on arrive à un stade où il faut que les gens aient une beaucoup plus grande vision de ce qui existe au-delà de leurs propres opinions pour pouvoir en fait juste devenir des citoyens informés avec de l'esprit critique qui sont capables de raisonner autre qu'avec leurs biais. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir non pas un, mais deux invités aujourd'hui. Antonin Marin, cofondateur et directeur des rédactions du Crayon. Je l'ai pas dit, on va parler du Crayon aujourd'hui. Bonjour Antonin. Bonjour. Ravi de te recevoir. Et Valérand Moulet-Berthaud, j'espère que je le prononce bien. Ouais, généralement, je le demande avant, mais là, j'ai oublié puisqu'on était prêts dans plein de discussions. Tu es également le cofondateur et le CEO du Crayon. Alors le Crayon, vous allez peut-être nous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. On va essayer aujourd'hui de découvrir un peu ce que vous faites, qui vous êtes, votre vision, puisque c'est quelque chose dont on m'a beaucoup parlé, que je suis. Donc c'est un pure player, comme on dit. Exactement. Qui se lance peut-être toi, allez, pour commencer, l'honneur au CEO, un des 4 cofondateurs. Non, mais je pense que je vais essayer de prendre la partie business et laisser Antonin la partie édito. Ouais, en tout cas, exactement. Format. Ouais, exactement. En gros, nous, on s'est vraiment structuré comme un groupe et je pense que ça a été hyper structurant parce qu'on l'a fait très très tôt. On l'a fait alors qu'on était sur des trajectoires en dessous de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, je pense qu'il y a très peu de boîtes qui se sont dit en dessous d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, en dessous d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, on va construire un groupe. Et aujourd'hui, ça nous donne raison parce qu'on est en train d'exploser tous les plafonds qu'on avait, notamment d'un point de vue du CA. Et donc du coup, en gros, c'est 4 business units. Le Crayon Média, qui est le premier média de débat des jeunes. C'est 1,5 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est, on va dire, notre média historique. C'est le vaisseau amiral. Exactement. Et ce sera le fil rouge quand même de l'épisode. Et je vois que tu es tout de suite dans la vision business, raconter les business units. J'aimerais juste une seconde. Bien sûr. Qu'est-ce que le Crayon, qui est quand même le pourquoi je vous fais venir aujourd'hui. Alors peut-être je me tourne vers toi. Ouais, exactement. Ta réponse, c'est non pas qu'elle soit pas. Non, et on va y venir sur la diversification. Je n'en veux pas. Super. Il trépigne de t'expliquer. Exactement. Le Crayon, c'est un média de débat d'idées dans lequel on réunit des personnalités publiques ou pas d'ailleurs, des personnalités qui ont un avis sur des sujets politiques ou autres, et on les fait discuter. Et la particularité du Crayon, c'est qu'on reçoit absolument toutes les personnes du spectre politique, mais pas que politique d'ailleurs, des personnalités qui peuvent aussi avoir... société. Voilà, exactement, de la société. On a fait un débat, par exemple, entre un prêtre et une actrice porno, et l'idée, c'est justement là de confronter des opinions qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer forcément dans la société, avec cet objectif de réunir la société. C'est ça le Crayon. C'est clair. Créé il y a 4 ans. Exactement, à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je crois d'ailleurs que c'était en janvier. J'ai cru voir. Janvier 2020. Ouais. Voilà. Donc, vous venez de fêter vos 4 ans. Et comment cette idée est née de ce média? Alors, je sais pas comment tu le définis très clairement. C'est pas un média d'information, c'est un média de... C'est un média de débat d'idées. On dit ça, voilà. Débat d'idées. On est un média d'opinion aussi, donc on diffuse des opinions de personnalités. Et donc voilà. Ça, l'idée globalement, elle venait de ce qu'on a vu avec Valérand, Sixtine et Jules, qui avaient sur les réseaux sociaux et qui nous satisfaisaient pas. Nous, on aimait les émissions à l'époque. On n'est pas couché, Ce soir ou jamais, avec Frédéric Tadei, qu'on a reçu depuis au Crayon. Fierté. Vraie fierté en vrai, parce que c'est vraiment une inspiration pour nous. Et ça, on les avait vus à la télé quand on était plus jeunes et on les voyait pas arriver sur les réseaux sociaux. Et on s'est dit, en fait, nous, on veut faire ce genre de choses. Et donc, on a commencé avec petite caméra, nos iPhones. On me voit derrière une vidéo en train de débrancher la lumière. Enfin bref, pour ceux qui veulent regarder le premier débat, vraiment, le lancement. Exactement. Et vous êtes 4 cofondateurs. Ouais. Tout à fait. Vous étiez déjà 4 au départ. Et comment l'idée, donc vous avez vu ça, vous voyez ça à la télé, ça vous plaisait, puis vous dites... on y va, avec l'envie tout de suite de se dire on lance un média ou on pourrait le faire nous-mêmes, puis on verra ce qu'il advient. Je pense qu'on a dès le début voulu vraiment créer un truc et l'envie d'entreprendre quelque chose. Ouais, non, mais dans le sens où je pense que
peut-être qu'on était un peu tarés, mais je pense que dès le début, on se voyait déjà vraiment conquérir. On se disait pas, on va faire une petite vidéo et on verra. On se disait très tôt, on est 4, on va partir dans une aventure à 4, construire un média. Et en fait, c'est surtout qu'on était convaincus de la nécessité de ce qu'on allait faire. En fait, on était convaincus que l'angle de se dire, on arrête de cloisonner en fonction de ou le côté, on va dire, un peu cordon sanitaire idéologique, où tu as en gros pas de la France Insoumise et pas du RN et de Reconquête. En tout cas, à l'époque, c'était clairement des gens qui étaient exclus des médias mainstream. Il y avait très, très, très peu de gens de moins de 30 ans sur les médias mainstream. Ça commence un peu à changer. Et il y avait 0 personne du monde traditionnel sur les réseaux sociaux. Donc le constat quand même qu'il y a un vrai manque de représentation, en tout cas dans les médias que vous regardiez. Qu'il y a un cloisonnement en fait. Qu'aujourd'hui ça nous paraît moins évident parce que Squeezie a fait tout ce mouvement vers des stars du cinéma plus traditionnel dans ses émissions, parce que Hugo Décrypte a lui-même percé quelques strates sur le côté interview présidentielle des candidats et tout. Ouais. Mais à l'époque, c'est pas du tout le cas. À l'époque, c'est pas du tout évident. Et en plus, on est juste avant le Covid, donc imagine tout ce qui a été changé dans la société des médias depuis le Covid. À l'époque, vraiment, il y a globalement le bloc central, plus de 30 ans et majoritairement masculin, qui contrôle ce que voient les gens dans les médias traditionnels. Et nous, on a voulu prendre le contre-pied de ça avec des émissions de débat et des émissions de discussion, quoi. Ouais, quand on s'est lancé, Hugo Décrypte, c'était une vidéo par semaine. C'était pas les actus du jour. Il y avait que Brut et Combini qui étaient émergés en tant que médias digitaux et c'était encore assez nouveau, quoi. Ouais, d'accord. Qui était bien, mais vous aviez pas l'impression que c'était suffisant et puis qui était quand même un peu tradit quelque part parce que vous imaginiez. Oui, Brut, c'est des gens qui viennent aussi des canaux plus traditionnels, alors que nous, on était vraiment en disant, on arrive, on n'a aucune connaissance là-dedans, et on a envie d'apporter aussi du neuf dans tout cet écosystème. Très clair. Est-ce qu'au départ, vous aviez déjà des sensibilités différentes, les 4 ? Comment ça s'est organisé ? Comment on fait un média à 4 au départ ? En fait, je pense qu'on ne peut pas faire le Crayon si on est seul. C'est plutôt dans le sens inverse. C'est parce qu'on est tous les 4... en désaccord d'un point de vue de l'idéologie, des opinions. On n'est pas du tout d'accord sur, j'ai envie de dire même la vision de la société d'un point de vue... Ça, c'est établi. C'est établi. En revanche, on est tous les 4 d'accord pour une chose, c'est que ne pas en discuter, ne pas challenger les idées des autres, c'est une petite mort de la culture et de l'intelligence française. Et donc du coup, nous, ça pour le coup, on est tous alignés là-dessus. On est tous pour qu'en fait, il y ait plus d'éducation, plus de réflexion, plus de débat, plus de contradictions dans le pays. Parce que la réalité, c'est qu'on arrive à un stade où il faut que les gens aient une beaucoup plus grande vision de ce qui existe au-delà de leurs propres opinions pour pouvoir en fait juste devenir des citoyens informés avec de l'esprit critique qui sont capables de raisonner autre qu'avec leurs biais. Parce que sinon, avec les bulles algorithmiques que créent les réseaux sociaux et les canaux, on va dire, médias qui de plus en plus, télé et presse, sont de plus en plus dans un camp et pas, on va dire, plus large que ça, il faut qu'il y ait un endroit où on puisse se dire, tiens, je vais pouvoir écouter toutes les obédiences intellectuelles, politiques, tous les univers, parce que c'est pas seulement une question idéologique, c'est aussi une question même de là d'où on vient. Et de pouvoir avoir des gens qui sont beaucoup moins parisiens, beaucoup plus jeunes, beaucoup plus underground, parfois beaucoup plus trash, c'est super agréable pour réfléchir et avoir des nouvelles idées, quoi. Ouais, on développera ça justement un petit peu après sur la ligne éditoriale. Je voudrais rester un peu sur la carte d'identité du Crayon. En termes de chiffres, ça donne quoi ? Moi, j'en ai vu, je ne sais pas si c'est à jour, c'était 60 millions de vues par mois et plus de 250 000 abonnés. Ce sont les chiffres officiels. Non, 250 000 abonnés sur YouTube. D'accord. Au global, on est 1,5 million sur le Crayon. Et sur le nombre de vues par mois, on 65 millions, je pense qu'on n'est pas au-dessus encore aujourd'hui. Parce que niveau vue, on se stabilise, même si niveau croissance d'abonnés, ça marche bien. Niveau vue, on se stabilise parce qu'on n'a pas encore ouvert de nouveaux canaux ou vraiment dégommé de nouveaux formats. Et après, sur toute la structuration de l'équipe, je pense que j'ai plutôt laissé Anto expliquer. Ouais. Sur la structuration de l'équipe ? Ouais, par exemple. Comment aujourd'hui ça s'articule et comment Exactement, c'était une de mes questions, vous anticipez, mais puisque c'est sur la carte d'identité, vous êtes combien au Crayon en plus de vous 4 ? Alors, en plus de nous 4, si on compte nous 4 sur toute la structure globale du groupe, on est 24 aujourd'hui. Sur le Crayon même, qui est le vaisseau amiral, le média, on est 5 aujourd'hui, en me comptant moi aussi.
D'accord. Donc aujourd'hui, c'est moi globalement qui ai un peu la responsabilité de dire on fait telle émission ou pas telle émission, comment on le fait, etc. Et ce que tu disais juste avant, c'est super intéressant, c'est que on a beau être, moi je suis du coup responsable de ça, les fondateurs ont quand même aussi un rôle dans ce truc-là, parce que ça vient aussi de nos débats avec Valran, Sixtine, Jules, constamment qu'on a, et qu'on a ces idées aussi d'émissions qu'on peut faire, et on se dit ok, je m'enferme pas moi dans mon, parce que j'ai forcément un biais aussi, je m'enferme pas dans mon propre biais et me dire ok, je fais les émissions que j'aime, et voilà, non, c'est constamment, on en discute et on essaie de trouver toujours des idées dans ce sens-là. Après, moi, du coup, j'ai une équipe du coup éditoriale qui fonctionne pour aller contacter des gens, trouver, faire de la veille constamment sur les réseaux sociaux, et après organiser aussi toute la partie post-production et production des émissions, parce que tout est in-house, exactement. Ok, ça c'est tout est produit dans la maison. Ok. En termes de profil de qui vous regarde, vous avez un peu une idée? Vous avez des chiffres là-dessus? Ouais, sur les gens qui nous regardent, on est sur du 18-34 ans à 80% de l'audience. Ok. C'est un truc qui, moi, me fait un peu chier, mais je suis obligé de le dire, c'est quand même très CSP+, pour l'instant. Donc ça va être une mission à nous, une de nos missions, de réussir à avoir une audience beaucoup plus tu sais pourquoi? France d'en bas, on va dire. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu pousses de la réflexion à une ère où le divertissement est la norme, inévitablement, tu te retrouves à avoir des audiences qui vont justement elles-mêmes fuir un peu le divertissement. D'accord, c'est marrant. Enfin, je pourrais retourner, alors c'est peut-être une question d'âge, mais les formats, on va y venir, le débat, les sujets que vous faites sont quand même justement proches du divertissement. C'est tout le but. On se bat pour ça. Ouais. En fait, toute la tension qu'on essaie de créer, c'est se dire on va créer du divertissement intelligent. Essayer de trouver cet entre-deux en se disant ok, je vais regarder quelque chose que je vais kiffer, vraiment je vais prendre du plaisir, et à la fin je ressors, j'ai quand même appris quelque chose. En fait, c'est un peu ce sentiment-là qu'on essaie de créer, et pas être dans notre truc un peu vraiment Sciences Po de oui bonjour, alors le débat aujourd'hui c'est sur ce sujet-là, sur la loi un tel de tel article et machin. Non, ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est traiter des sujets de société, en fait des sujets de comptoir, de ce qu'on peut discuter nous deux, je sais pas, à la machine à café, se dire nous on va le mettre dans un débat, dans un truc plus formel. Et en essayant d'apprendre des choses, avec des gens qui ont un avec des singulier. chiffres, en apprenant des choses, quoi. Et donc malgré tout, ça reste plus, enfin ça demande plus de réflexion qu'un vulgaire clash. Donc vous êtes quand même en lutte. Exactement, et donc ça se reflète dans au final dans l'audience. C'est quand même des gens qui font l'effort de se dire. Faut regarder ça. Et contenu long. Et contenu long. C'est important de le dire aussi, parce que cette réalité-là, elle est quand même moins réelle sur Instagram, TikTok, Facebook et tout, parce que c'est des contenus plus courts. Ce que je te dis là, c'est surtout sur YouTube. Et après, sur la typologie, là où moi je suis à titre perso extrêmement content, c'est qu'en revanche, il y a une énorme pluralité de profils intellectuels et politiques qui nous suivent, dans le sens de, il y a des gens qui vont être d'extrême gauche, des gens qui vont être d'extrême droite, des gens qui vont être du centre ou du bloc central, et qui regardent le Crayon, parfois avec un avis qui va pas être le Crayon, je suis d'accord avec tout et tout, mais un vrai grand respect. Comme si on avait réussi à créer en 4 ans une espèce d'institution sur un sujet majeur en France qui est le débat. Et ça, on est vraiment fiers, parce qu'on sait qu'on est devenu vraiment une référence dans la tête des gens. Et que si jamais nous, on met des personnes sur la table, même ça devient devenu une responsabilité, même si on met des personnes autour de la table, c'est des gens qui vont avoir un regard singulier et des choses à raconter. Et que du coup, c'est à nous de justement essayer le moins possible de présenter des profils qui vont aller contrevenir en fait à ce que les gens justement pensent à ce moment-là. Ouais. Et après, je pense que c'est aussi quelque chose qui est inévitable, c'est-à-dire que tu commences toujours par ta base la plus évidente et tu grossis autour de cette base la plus évidente. Et que je pense que notre base la plus évidente, c'est des gens qui débattent de sujets de société entre eux. Et mine de rien, regarde même dans ton entourage, tout le monde ne fait pas ça, en fait. Ça nous paraît parfois évident dans certains cercles que tout le monde... Non. En fait, il y a plein de gens, c'est pas du tout le cas. C'est clair. J'ai toute une bande d'amis, moi, qui sont plutôt dans la finance, tu vois. Et c'est pas leur sujet de débattre. débattre. Ils ne débattent pas de sujets de société, ils s'en foutent complètement. Ouais. Mais c'est marrant de voir un peu les typologies de gens et de groupes comme on ça. On a fait un média qui nous ressemblait aussi. C'est-à-dire que nous, en fait, on est 4 et en fait, on débat constamment. Oui, c'est ça. Donc le truc un peu, tu disais look-alike, quoi. C'est au final, tu fais un truc qui te ressemble. Exactement. Et vous aimez. Et c'est pas forcément le cas de tout le monde, quoi. Donc c'est vrai que ça demande un petit effort intellectuel parfois de se dire, tiens, je vais aller regarder ça plutôt que un truc très simple, contenu court, à snacker, etc. Exactement. Pour finir sur la carte d'identité du Crayon ou du groupe en l'occurrence, le modèle économique du groupe Le Crayon, c'est quoi? Il est spécifique à chaque business unit en essayant d'être le plus répété, histoire de pouvoir créer des process et approfondir. Donc c'est peut-être là que tu peux préciser les quatre identités du groupe au-delà du Crayon, le média. Donc il y a Le Crayon, comme je disais, média de débat, 1,5 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, avec en gros 3 lignes de revenus, de la prod, du brand content avec les marques et de la sponsor,
et du ad break, donc la publicité sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais bon, le ad break, c'est pas ça qui te fait C'est vivre, pas ça qui paye les factures. Exactement. Faut le dire. Ouais, non, clairement. Tu peux pas tout miser dessus. Exactement. On a un deuxième média qui est les Pépites de France, 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, média leader sur le tourisme et le patrimoine sur les réseaux. Et là, on a du coup Brain Content et l'application. On a une application avec 350 000 utilisateurs qui a une version payante. Un peu sur le site internet, mais encore une fois, ça c'est négligeable. On a Le Surligneur qui est, on va dire, une agence de création de contenu pour les entrepreneurs, pour leur personal brand et pour les entreprises. C'est relations presse, contenu écrit LinkedIn et contenu vidéo courte TikTok, Insta pour les entrepreneurs ou les entreprises. Et ça, c'est notre pilier économique fort. Ça doit être 40% de notre chiffre d'affaires. Et ça a pour but, en fait, de réussir à se dire on va créer de la crédibilité, des opportunités, de l'acquisition et tout ça grâce au contenu. Et ça, c'est un modèle d'agence plus classique. Il se trouve que pour le coup, financièrement, c'est extrêmement puissant parce que on est à 4 la carte de visite de cette business unit. Ouais. Donc c'est extrêmement facile de vendre. Je pense qu'on a des taux de conversion qui sont du jamais vu, quoi. Enfin, vraiment. Et le dernier, c'est La Toile. C'est un projet un peu naissant, mais qui est en fait un peu les vestiges d'un projet, de la business unit précédente. On a créé un cercle de leaders d'opinion qu'on fait rencontrer avec des grandes entreprises, ce que nous on appelle des entreprises systémiques. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des entreprises qui vont payer un membership à l'année pour pouvoir être dans des événements et même de plus globalement mise en relation avec des leaders d'opinion, donc on va dire influenceurs, créateurs de contenu, militants, mais qui vont prendre la parole sur les réseaux sociaux. Pour but, en fait, de réussir à connecter les gens qui font l'opinion de notre génération avec les entreprises systémiques. Parce que sinon, on a un vrai risque français, en France, de rupture générationnelle, et que ce risque-là, certains leaders d'opinion vont dire « Ah, on est trop content, c'est ce qu'on espère », sauf qu'en fait, personne n'a envie de voir s'écrouler une banque, un assureur ou un fournisseur d'énergie. Et à l'inverse, ces grosses boîtes-là peuvent dire « Oui, mais on s'en fiche, c'est des leaders d'opinion de la jeune génération, ils vont pas nous empêcher de vivre ». C'est compliqué de être en rupture avec aujourd'hui, j'aime pas mettre de le génération. citer. J'aime pas mettre de le citer parce qu'on bosse pas avec eux et qu'on bossera pas avec eux, mais aujourd'hui, personne ne bosse avec Total. Et ça, c'est un sujet qui est pas un petit sujet, tu vois, parce que c'est devenu vraiment hyper compliqué. Après, ils s'en fichent, ils font plein de profits, peut-être que ça vient pour eux pour l'instant. Mais pour l'instant, le monde, il va évoluer. Le jour, il va falloir recruter des gens du COMEX pour aller chez Total. Le jour, il va falloir engager la population de ce que tu veux. Tu vas être incapable de le faire parce que les gens, déjà... En termes de marque employeur, c'est compliqué. Exactement. T'as une rupture, là, quelque part. Exactement. Et c'est vrai que c'est toujours l'exemple quand, tu vois, je parle à des médias qui doivent faire du brain content, les limites, etc. Bon, bah voilà, tu te dis, ah non, mais pas Total. Bah, non, mais c'est ouf. Et ça... ils auraient peut-être pu l'éviter s'ils avaient discuté avec ces gens-là et qu'ils avaient, après les discussions avec ces gens-là, mener des actions extrêmement concrètes sur ce qu'ils font pour se dire ok, on a compris que là on a un enjeu systémique en fait. Et ça m'intéresse juste vraiment de vulgariser ce sujet parce que j'ai découvert ça très récemment et je trouve ça hyper intéressant. C'est le biais de déviance. Le biais de déviance, c'est quand tu fais un truc de manière répétée qui ne t'a posé aucun problème sans te rendre compte que tu as un pourcentage de chance de 5 ou 10% que ça soit la mort, la destruction totale et pure et simple. Et donc du coup, tu répètes, et tout va bien, et puis à un moment, t'as le couperet qui tombe, et là c'est terminé, tu peux plus revenir en arrière. C'est ce que tu peux retrouver, je sais pas, en fait, dans le fait de, je sais pas, conduire bourré par exemple. Tu conduis bourré, bah t'as aucun problème, jusqu'au moment où c'est terminé, bonsoir, fait comme ça, quoi. Ouais, exactement. Et je pense que c'est un énorme danger qui concerne des boîtes, bien d'autres boîtes que Total, mais que nous, on a envie d'accompagner aussi, et c'est important de le dire, pour les challenger, elles, sur leurs enjeux de transition digitale, leurs enjeux de transition écologique, leurs enjeux de transition de gouvernance générationnelle, évidemment d'inclusion dans les systèmes de décision pour qu'il y ait des parités au conseil d'administration, ce genre de choses. Ça, pour nous, c'est des sujets où on se dit que on est la génération qui peut utiliser aussi la crainte de la réputation des grandes entreprises pour permettre à ces grandes entreprises de faire des transformations intéressantes, quoi. Donc vous bossez avec Total, par exemple? Non, on ne fera pas Total. Tu le feras pas? On le fera pas. Mais en revanche, on bosse avec beaucoup d'autres. Tu penses pas que eux, ils ont besoin d'être accompagnés et que... Moi, je pense. Je t'annonce justement de manière gentille, évidemment, tu vois, mais c'est parce qu'en fait, moi, j'entends le discours. Effectivement, Total, ils ont des trucs à dire. C'est de l'énergie. Tu peux toujours essayer de justifier en disant, ils ont besoin d'être accompagnés aussi. Il y a de l'emploi, ils font des actions, même si ça peut être vu comme du greenwashing. Malgré tout, il y a des actions et les gens qui les aident, ils sont aidés, donc etc. Donc tu pourrais très bien y aller. Moi, c'est important de le dire, je ne suis pas du tout en train de dire que Total je suis pas en train de juger, moi j'ai pas aucun jugement de valeur là-dessus. C'est juste que nous, j'ai très peur que si on bosserait avec Total, on enverrait le mauvais message aux autres partenaires que par ailleurs on a envie d'avoir. D'accord. Parce que on n'est pas non plus un. Donc c'est dans ce marché. On n'est pas Pascal le grand frère de la réputation auprès des jeunes, tu vois. On n'est pas là pour sauver des cas, ce que tu veux. On est là au contraire pour construire avec des boîtes qui sont hyper affinitaires avec ces sujets-là.
Parce qu'en fait, on s'est rendu compte d'un truc qui est pour le coup très commercial comme sujet, mais c'est que les boîtes avec lesquelles on bossait le mieux et on bossait le plus facilement, c'était les boîtes qui étaient paradoxalement les plus modernes. Donc c'est celles qui potentiellement avaient besoin de nous, mais pas un besoin à ce point-là profond. Alors que ceux qui ont les besoins les plus profonds sont paradoxalement ceux qui sont les plus durs à convaincre. Pas de bosser avec toi, parce que ça, c'est à la limite, ils ont compris qu'il y avait un besoin, mais de bosser quand t'es dans la relation dans la relation d'avoir des succès et de voir ce que... Tu ralentis tes process, il y a 10 sas de validation pour des trucs qui sont simples comme bonjour. Et je reboucle avec le message général aussi, ce que disait Val sur la toile, donc réunir à la fois les grosses boîtes et les jeunes générations, c'est aussi ce qu'on fait sur le crayon et qui guide un peu tout ce qu'on fait sur les autres entreprises, c'est-à-dire réunir des profils différents et les faire se rencontrer. Et avec un peu cette volonté, nous, qu'on soit un peu le pont, tu vois, entre une frontière... Un trait d'union. Exactement, on est le trait d'union. Crayon. Exactement, voilà. J'aurais pas dit mieux. Pour filer la métaphore, moi, je suis plutôt fan de foot, mais nous, on n'est pas l'arbitre, on n'est pas une des équipes, on est le terrain. C'est vraiment notre objectif. Notre but, c'est d'être le terrain. Donc là où les gens peuvent... Permettre qu'il y ait cette rencontre. Exactement. Exactement. Ah, c'est intéressant. Et pas l'arbitre. Donc on ne peut pas vous juger, on ne peut pas vous dire, etc. Vous ne prenez pas position. Exactement. Non. Ce qui est positif ou négatif aussi, ça on pourrait en parler, mais en tout cas, c'est pas chacun juger. Exactement. Vous êtes, pour finir sur le modèle économique, vous êtes rentable aujourd'hui ? Ouais, on l'est depuis le début. Vous l'êtes depuis le début. Vous n'avez jamais perdu d'argent. Non, et c'était une obsession. Moi, bravo, c'est bien. Dans les médias, c'est pas tous les jours qu'on ça. Mais moi, c'est ma 3e boîte, le crayon. Donc j'avais déjà un peu cette culture du make money, quoi. On va chercher des clients et tout. Et aussi parce que justement, comme on était dans les médias, on sentait bien avec Anto, Jules et Sixtine le piège dans lequel tu tombais rapidement de se dire je lève, puis je lève, puis je lève jusqu'au moment où en fait, de toute façon, tout le monde me dit que c'est pas rentable, donc ça doit pas être rentable. Et donc un peu ce qui arrivait à Vice, tu vois. Et pourtant, je trouve que Vice faisait des contenus de très grande qualité. Les premières années, c'était juste fantastique. Et donc du coup, on a voulu éviter ça, donc on a cherché à se dire on va créer une boîte rentable, d'où nos piliers aussi d'agence et pas que de médias. Et là-dessus, on est aujourd'hui, on va dire, si on annualise les 3 derniers mois, on est à 2,5 millions de chiffre d'affaires, quoi. D'accord. Ok, donc et rentable. Mais vous avez fait une levée, on en parlera tout à l'heure, pour des projets, justement, pour accélérer un petit peu. On va parler un peu de la ligne éditoriale et puis du média vidéo. Est-ce que c'est plus dur déjà de faire de la vidéo en 2024 que quand vous êtes lancé ? Est-ce que vous avez vu une évolution de YouTube, de la consommation de vidéo ? Ouais, alors non, pour nous c'était plus dur au début en tout cas, parce que déjà il fallait passer le pas de faire de la vidéo pour nous, hein. Comme je disais, nous on n'est pas des professionnels, on venait pas de la vidéo de base, donc il a fallu... zéro background vidéo. Zéro. Moi j'avais fait une chaîne YouTube quand j'étais au collège où je faisais de la guitare, je faisais des covers, enfin c'était ma seule expérience. C'est encore disponible Non, c'est plus disponible. Les mecs ont nettoyé leur réseau. Non, je m'étais fait harceler au collège à cause de ça, donc j'ai décidé de supprimer quand j'étais au collège. Malheureusement j'ai pas fait de carrière musicale suite à ça, mais du coup je me suis relancé sur YouTube du coup avec toute l'équipe du Crayon. Et donc nous on a commencé comme ça et c'était un peu difficile au début. En vrai les premières vidéos sont disponibles sur la chaîne, donc vous pouvez voir à quel point c'était laborieux. On voit l'évolution. Exactement, on voit l'évolution. C'est moins qu'on puisse dire. Alors on a toujours voulu laisser ça d'ailleurs, on trouve ça un peu sympa aussi pour les gens qui veulent se lancer, de leur dire voilà, au début quand vous commencez c'est toujours un peu galère et c'est normal, c'est comme ça. Et aujourd'hui donc en vrai il y a pas mal de gens qui ont ouvert des portes aussi, on parlait d'Hugo tout à l'heure, qui ont ouvert des portes sur dire ok, c'est ok de faire un média, d'être sérieux, d'être crédible sur les réseaux sociaux. Et donc, grâce à plein de personnes comme ça, des médias aussi qui sont lancés, nous, en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté. Et il y a des émissions de meilleure qualité. Et le fait d'avoir des vraies émissions, à une époque, franchement, les émissions qu'on aurait produites, si on les avait proposées sur YouTube telles quelles, très certainement qu'elles n'auraient pas marché, parce qu'elles n'auraient pas eu les codes YouTube, elles n'auraient pas eu les codes tout ça. Et nous, on s'est construit aussi au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui, on s'installe clairement dans ce paysage du visuel YouTube et réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Et honnêtement, on suit la continuité. Donc je dirais pas que c'était vraiment difficile au début de se lancer, mais aujourd'hui, ça coule. Voilà, ça coule, voilà. En termes d'émergence de reach, vous avez vu une évolution en 4 ans ? Ouais, une vraie croissance. En vrai, alors, j'ai pas de chiffre de pourcentage de dire combien de fait de vues par rapport à plus qu'on était au début. Pas d'évolution particulière. Ouais, mais on a quand même eu une période où on a fait 15 mois à plus de 10% de croissance d'abonnés mensuels. Exactement. Ouais. Et ça, je me rappelle que c'était vraiment en mode genre... Ça doit être assez impressionnant, effectivement. En fait, il y a un moment où t'es là, mais bon, voilà, t'as des gens qui t'ont vu, mais pas plus que ça. Et il y a un moment où, boum, t'as compris, t'as craqué quelque chose. Et plus que c'est l'algo qui te met en avant, plus que ça, je pense que t'as compris la matière que tu travaillais
et tu l'as fait bien. C'est-à-dire donc ce qui est demandé par votre audience, qui va bien marcher, être partagé, etc. Et alors, quels sont les formats là qui marchent bien, qui sont plébiscités par votre audience? Bah, on en a plusieurs. Donc, on a les formats de débat classiques. Ouais, le produit phare. Ouais, exactement, le produit phare de ce qu'on fait. Donc, un format où tu as 2 personnes face à face, on les laisse discuter. Donc voilà, ça paraît assez simple en réalité, mais tout le travail éditorial en réalité, il repose sur la sélection des personnes. Donc quelle personne on va mettre face à qui, de quel univers elle vient face à quel univers, et donc on a tout un système, on a pensé tout un système justement pour choisir les bonnes personnes. C'est-à-dire, t'as une matrice ou t'as une liste de questions J'ai une matrice avec telle personne correspond à cet univers-là, telle personne correspond à cet univers-là. Si je les rencontre, là on est sur un pourcentage qui est pas forcément très bon. Là, si c'est là, tu vois, là c'est très bon parce que là elles sont pas du tout censées se rencontrer. Et en revanche, c'est pas à se dire elles vont se clasher, elles vont être en mode je comprends pas et tout. C'est justement trouver dans la matrice aussi, se dire telles personnes vont pouvoir potentiellement s'entendre. Je reviens à l'exemple prêtre actrice porno. En réalité, ils ont parlé d'amour, ils ont parlé de plein de choses différentes, et à la fin de sexualité, et à la fin, ils sont tombés d'accord sur le fait de interdire la pornographie aux mineurs. Mais ça, on le savait, c'était dans notre matrice, on savait que globalement, ils étaient d'accord sur ça, et du coup, on les a mis pour qu'ils puissent se rencontrer et qu'on se dise, waouh, ok, 2 personnes complètement qui n'ont rien à voir. Oui, d'univers qui devraient pas se rencontrer a priori. Exactement. Ils sont devenus potes d'ailleurs. Ouais, c'est bien, c'est chouette. Au point d'avoir même porté par Lisa Del Sierra des amendements au moment à l'Assemblée nationale pendant la loi sur la pornographie et le contrôle de la pornographie. Ouais, c'est complètement dingue. Et c'est ça, en fait, c'est ça le message du crayon, parce qu'il y a des débats qu'on a fait où il y a des plus gros désaccords sur le fond. Parce qu'en plus, voilà, on sait que le clash, c'est ce qui marche bien aussi. Donc tu dois avoir cette tentation. En réalité, pas tant que ça. En réalité, pas tant que ça. On s'est rendu compte sur notre chaîne. Oui, dans les chiffres, nos vidéos qui marchent le mieux, c'est les vidéos où c'est le plus apaisé. Ouais. C'est TikTok où ça marche le clash. C'est TikTok où ça marche très très bien le clash, mais YouTube, c'est pas. Ouais, en réalité, YouTube, les gens se posent pour regarder une vidéo pendant 1 heure. Et en fait, ça les saoule très vite d'avoir des gens qui se crient dessus et où tu comprends rien. Si le format est trop long, en fait, c'est peut-être une question de format. Exactement. Quelques secondes de clash, c'est rigolo, etc. Mais si ça devient long, une discussion, c'est assez... Oui, il faut des moments de désaccord, il faut des moments de tension dans la vidéo, évidemment. Mais il ne faut pas que ce soit incompréhension, où on se dit, en fait, on regarde, mais on sait très bien qu'à la fin... Ouais, on sait très bien qu'à la fin, ils ne seront pas d'accord. J'aurais rien appris, ils ne vont pas s'écouter. Je ne vais pas perdre mon temps à regarder la vidéo. Donc, en fait, nous, on ne cherche pas à faire du clash, en tout cas. Ok. Non, mais c'est intéressant parce que tu pourrais te dire des fois cette tentation de se dire c'est ça qui marche, mais bon, donc a priori pas, en tout cas pas sur YouTube. Ouais, exactement. Vous pourriez définir la ligne éditoriale du crayon, ou tu pourrais plutôt en l'occurrence, puisque c'est ta responsabilité, c'est ta casquette. C'est ta mission. C'est une très bonne question. Nous, on a vocation de réunir. Vraiment, j'axe sur ce mot. Le média, c'est le crayon, si tu veux, c'est le média qui ose réunir. La ligne éditoriale, donc, c'est réunir des personnalités de différents aspects, différentes orientations, et les faire se rencontrer. Avec ce trait d'union, justement, comme je disais, sur les autres aspects qu'on a du groupe. Et donc, c'est un peu être le trait d'union entre différents univers et se faire réunir la société. Globalement, c'est ça la ligne éditoriale. En fait, on n'a pas de... Il n'y a pas de sujet particulier, on va dire, avec un angle écologique ou politique. Non, on n'a pas d'agenda politique. On se dit pas, OK, là, il y a l'élection présidentielle, là, l'élection européenne. On a l'objectif de faire en vue telle partie, ou on a en vue de... pas mettre en avant telle partie ou de telle idée ou de telle... Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens comprennent toutes les opinions qui sont aujourd'hui disponibles en France. Et si tu dis, OK, tu regardes le crayon pour pouvoir te faire un avis. L'abonnement au crayon, il est rentable si à la fin d'une vidéo, si à la fin d'un contenu qu'on t'a proposé, tu dis, OK, mon avis, il a évolué. OK, je suis plus là maintenant. Le libre choix, en fait, c'est ça l'idée. Le libre choix de ses opinions par le fait qu'on en connaît suffisamment. Ouais. Et c'est vraiment, c'est pas un petit sujet. Parce que pour aussi avoir beaucoup bougé en France, parce qu'on a eu la chance avec notre job que en fait on est invité à différents endroits en France, à Grenoble, à Toulouse, à Bordeaux, à Valence et tout. Et du coup on rencontre des gens qui sont pas du tout dans le scope parisien. Et c'est un truc que je trouve très 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 marquant auprès de ces gens-là, presque plus qu'auprès de certaines personnes à Paris, c'est le manque on va dire de manque de pas qui va vers la personne avec laquelle on n'est pas d'accord. Le manque de compréhension de pourquoi quelqu'un de droite va être de droite, pourquoi quelqu'un de gauche va être de gauche. Et donc du coup, comme pour rebondir sur ce que disait Antonin, notre but c'est qu'à la fin d'une émission du crayon, tu te retrouves à avoir bougé sur le spectre. Et ce que certaines personnes nous reprochent,
c'est qu'on n'est pas un endroit dans le spectre où on a envie de faire bouger les gens. Les gens de droite nous reprochent qu'on fasse pas bouger le spectre vers la droite, les gens de gauche nous reprochent qu'on fasse pas bouger le spectre vers la gauche. Oui, mais en fait, nous, notre but, c'est que les gens, c'est que le pourcentage de certitude et d'aisance avec nos opinions soit le plus haut possible. En fait, on n'a pas... on essaye un peu, alors ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit oui, vous avez tous vos intérêts, vos machins, vos trucs. On essaye le plus possible de se dire, moi j'ai mes positions, mais je ne veux pas qu'elles influent sur le média. En fait, sur le débat, exactement sur ce que les gens peuvent penser. Moi, ma position, c'est de dire, je veux être celui qui fait en sorte que les gens se serrent la main. Ouais. C'est tout. Moi, c'est ça ma position. Après, faites parler, faites ce que vous voulez, etc. Mais voilà, c'est ça ma position. Et en réalité, c'est aussi on va dire quelque chose de l'ordre du service public. De l'ordre de, on a envie de proposer ça. L'utilité publique. Voilà, cherchez le mot, de l'ordre de l'utilité publique. On essaie d'avoir ce truc-là. Alors, ça peut paraître bizarre venant d'une entreprise privée, mais on pense que ça peut aider aussi à faire mieux fonctionner la société. Et c'est un peu le message qu'on essaie de porter. Et même pour rajouter là-dessus, on a envie d'envoyer le message qu'une entreprise d'utilité publique rentable se construit publiquement et regardez que c'est possible à faire, quoi, en fait. Ouais, carrément. C'est l'entreprise est en elle-même un statement, pour le coup, là-dessus. Et on en est très conscient depuis très très tôt que le fait d'être rentable depuis le jour 1 est aussi un message à envoyer on peut faire du média de qualité, non biaisé, rentable. Et c'était vraiment important pour nous parce que c'est ce que nous, on aurait voulu voir comme signal et comme message quand on s'est lancé. C'est intéressant. Et puis c'est un gage aussi d'indépendance, c'est un gage de plein de choses, d'être rentable. Prospérité. Ouais, de prospérité, exactement. Est-ce que vous pensez que ce que vous faites, c'est du journalisme ? Oui, du coup là-dessus, je pense qu'on fait du journalisme forcément parce qu'on traite de faits, on les analyse, on les met. Après, avec ces faits-là, on reçoit des personnalités suivant les faits, etc. En revanche, nous, en tout cas, on se définit pas comme journaliste. On fait du journalisme, mais on n'est pas journaliste. D'accord. Voilà. Vous n'avez pas de carte de presse, par exemple. Non, on n'a pas de carte de presse. Pas de carte de presse et vous n'avez pas spécialement envie d'en avoir. Non, pour l'instant, c'est pas ce qu'on recherche. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, tu pourrais te dire, vous faites pas d'enquête, vous n'allez pas sur le terrain. L'idée, c'est pas votre volonté. Vous n'êtes pas un média d'information. On y viendra peut-être. Oui. Ça viendra peut-être dans l'évolution parce que pour bien comprendre un sujet, il faut que tu comprennes les faits, les tenants, les aboutissants. Et donc, c'est dans le processus du développement. En revanche, tel quel, nous, en tout cas, on n'a pas... en tout cas, en tant que les fondateurs, l'équipe, il y a des journalistes, il y aura des journalistes, mais là, aujourd'hui, en tout cas, nous, on n'est pas journalistes. Et nous, on est convaincus aussi qu'une des principales raisons pour lesquelles il y a eu une émergence aussi dingue de nouveaux médias, c'est aussi parce qu'il y a eu cette crise de confiance et cette colère, même si je peux parler comme ça, de beaucoup de Français à l'égard des journalistes en tant que classe professionnelle. Exactement. Je suis d'accord que c'est très injuste pour ceux qui font de l'excellent travail et tout ce qui va avec. Je suis pas en train de dire autre chose. Mais les Français ont vraiment catalogué les journalistes comme une des professions dans laquelle ils avaient le moins confiance. Ce qui est dramatique parce que c'est littéralement une des professions dans lesquelles les gens devraient avoir le plus confiance. Ouais, bien sûr. Parce qu'il s'agit littéralement de la vérité factuelle du pays, quoi. Oui, c'est ça. Quand le travail est bien fait, En fait, dans l'information, il y a une évolution parce qu'à une certaine époque, c'était les journalistes qui relataient les faits. Sans les journalistes, on n'avait pas les faits parce que on n'avait pas Internet, on n'avait pas les trucs, donc on faisait confiance aux journalistes pour relater les faits et c'était les journalistes qui décidaient. Il y a eu un tremblement de terre à Jakarta, est-ce que c'est utile ou pas que la population française le chasse ? Ils décidaient, oui, non, et ils le mettaient dans le journal. Et les gens savaient ou pas. Avec l'évolution de l'information, et les gens qui ont accès aux informations, n'importe quoi, je sais s'il y a un tremblement de terre à Jakarta. À quoi sert le journaliste ? Du coup, la fonction du journaliste s'est transformée, c'est le journaliste analyse ce qui s'est passé et il me dit si ce que j'ai vu est vrai, pourquoi il y a un tremblement de terre, c'est quoi l'échelle de Richter. Et là, le journaliste est là pour ça, aujourd'hui. Et du coup, il y a eu une sorte de biais là-dedans où il y a des journalistes qui sont glissés et qui ont dit « Ok, du coup, je vais donner mon opinion ». Et du coup, la frontière est devenue floue. À quel moment le journaliste donne son opinion ? Quand il analyse un fait. Et à quel moment il est en train de dire, en fait, là je prends l'exemple des tremblements de terre qui est très factuel, mais quand tu as des faits qui sont un peu moins factuels, qui sont plus idéologiques, à quel moment le journaliste ne reflète pas en fait sa pensée. Et il me relate les faits, il analyse les faits. Et là, il y a eu une confusion. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, ok, on revient au départ, on revient à la base, et on se dit, ok, on montre
les opinions. Et en même temps, tu as tout un mouvement qui dit, voilà, aujourd'hui dans notre société, les journalistes doivent aussi prendre position. C'est dur de pas... On est dans une ère de l'opinion. Hein, voilà, tu vois. Je crois d'ailleurs, il y a une émission de débat là, que vous avez fait justement. Exactement. Vous avez des différents intervenants de tous bords, d'ailleurs, en l'occurrence. C'est tout ce qu'on veut faire. Voilà, et qui explique que c'est dur aujourd'hui de pas prendre position, etc. T'es quand même catalogué, t'es marqué. Souvent, t'as tes propres opinions et c'est dur d'être juste dans un truc très factuel, neutre. Non, mais je suis complètement d'accord, mais vient se rajouter à la surcouche de les journalistes qui ont commencé à donner leurs opinions. Ce qui n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est d'appeler ça du journalisme factuel et neutre que de donner son opinion. C'est ça qui est problématique. Mais il y a une surcouche à ça qui est l'ère de la post-vérité au sens de l'information en tant que pure, quoi. Il y a eu deux choses vraiment, enfin une chose qui était très marquante, et je vais prendre un exemple de ça, c'est de l'étalon preuve à l'étalon source. Comme d'ailleurs on pourrait faire la comparaison avec l'or et la monnaie fiat, tu vois, c'est-à-dire on est passé de l'étalon or à l'étalon confiance, t'inquiète pas, ça va bien se passer, en gros, et depuis on s'est pris une énorme inflation, quoi, en gros. Et ben en fait on s'est pris exactement la même chose dans la presse, c'est juste que personne n'en parle et personne s'en rend vraiment compte. On est passé d'un étalon preuve pour dire que je sais pas, le crayon était sur Mediarama, il faut une photo, tu vois, alors que aujourd'hui pour dire que le crayon était sur Mediarama, il faut quelqu'un qui les a vus. C'est ça. Et en plus, avec la carte de presse en France, quelqu'un qui les a vus, on n'est pas obligé de révéler la source. Donc quelqu'un qui les a vus peut raconter en vrai quand même des choses erronées sans qu'il y ait des gens qui soient là pour contrôler la source. Et donc du coup, ça fait que c'est devenu très facile de faire du blanchiment de fausses informations. Ce qui est quelque chose de très dangereux parce que pour les gens qui nous écoutent, si vous ne comprenez pas ce que ça implique, le blanchiment de fausses informations, ça implique qu'on fait croire qu'il y a des armes atomiques en Irak et on va faire une putain de guerre qui va coûter 3 milliards de dollars 3 000 milliards de dollars aux États-Unis et un désastre humanitaire qui est quasi sans précédent dans le 21e siècle. Et ça, c'est juste qu'en fait, ça a une vraie importance, en fait, ce sujet-là. Et l'exemple très récent, mais je prends juste cet exemple-là parce que moi, ça m'a beaucoup hérissé le poil, c'est le fait que les Russes ont trafiqué l'élection de Donald Trump en 2016. J'aimerais que les gens comprennent. Même si jamais c'est pas vrai, les Russes ont gagné leur objectif. Le fait qu'on doute que de la légitimité, le doute. Exactement, le fait qu'on doute de la légitimité de Trump comme président parce que les Russes auraient bidouillé, et le fait qu'on dise que les Russes sont les plus puissants du monde parce que forcément ils sont derrière tous les coups, qu'il l'ait vraiment fait ou pas, les deux ont marché. Ouais, sur les deux plans, ils sont gagnants. Et les journalistes doivent avoir aussi ce recul, cette culture politique, cette culture géopolitique sur ces sujets-là, hein, évidemment, de se dire, attends, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer en fait de me la mettre à l'envers ? Et parce que parfois, quand tu penses qu'on va te la mettre à l'envers sur Trump qui est élu, mais en fait, peut-être qu'on te la met à l'envers sur le fait que tu vas t'auto-détruire en tant que pays parce qu'on va t'instiller le doute que ton président n'est pas légitime. Ouais. Je m'en fous de Trump et je m'en fous des États-Unis. Hein. Moi, je suis en France. Mais c'est juste pour dire qu'il y a des exemples extrêmement concrets où le fait de vraiment avoir une tête bien faite et une tête bien pleine sur des sujets d'information générale, c'est des choses qui sont hyper importantes. Nous, on revendique pas faire ça. Nous, on revendique faire en sorte de faire parler des têtes bien pleines et bien faites sur les sujets qui comptent aujourd'hui. Donc, pas sur le fait d'être ces têtes. On ne pense pas être ces têtes. Nous, on dit qu'on fait parler des têtes. C'est ça le sujet. Oui, encore une fois, vous êtes le terrain, vous n'êtes pas l'arbitre qui donne des décisions et qui juge. Ou Mbappé CR7, quoi. Ouais, voilà. Non, mais je comprends bien. Donc après, c'est dans le choix des sujets et le choix des... D'ailleurs, sur les sujets, vous avez des limites. Que c'est des sujets de société, mais vous pourriez parler de tout et n'importe quoi. En vrai, oui, la loi, c'est ce qui nous tout ce qui reste qui reste légal. Voilà, en tout cas dans la forme telle qu'on l'a fait aujourd'hui, c'est la loi notre limite. Et après, après tous les sujets peuvent être traités tant qu'ils sont des sujets de société qui sont pertinents, intéressants. Donc oui, après. Mais on va pas chercher à faire du trash pour du trash. Oui, exactement. Voilà. Ça nous arrive de temps en temps d'avoir envie de mettre un sujet sur la table qui est trash. Mais on se dit pas, tiens, en fait, ce sujet est bien trash, ça va être marrant. La réflexion sur les sujets, elle se porte plutôt sur se dire, ok, dans 10 ans, dans 5 ans, de quoi on parlera encore et qu'est-ce qui fera encore débat. Je prends un exemple. Éviter le futile du quotidien pour des choses qui ont des signaux faibles ou des choses qui auront un impact sur la société. Jamais être à chaud, jamais réagir à chaud, ce genre de choses. Toujours être dans ce qui va durer dans le temps. C'est parfois difficile parce que tu sais jamais ce qui va rester. Mais essayer de se dire il y a 5 ans on parlait déjà de ça. Bon, s'il y a 5 ans on parlait déjà de ça, s'il y a 10 ans on parlait déjà de ça, si dans les archives en 1950 on parlait déjà de ça,
bon, je pense qu'on en parlera encore dans 10, 15, 20 ans peut-être. Et du coup, c'est vraiment... Donc ça vaut le coup d'être exactement. débattu, d'être discuté. Exactement. La loi de l'indie, Ouais, carrément. Et donc dans le choix des invités, et on vous reproche, ou vous savez par exemple que certains invités ça va mieux marcher que d'autres. On l'a parlé, vous allez chercher à l'extrême gauche, à l'extrême droite, des personnalités forcément un peu plus clivantes. C'est la marque de fabrique, ou c'est justement pour se dire on les a pas sur les autres plateaux, nous on le fait? C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a un énorme sujet de clarté, en fait, de gens qui vont être un peu radicaux dans leur position. L'avantage des gens qui sont radicaux dans leur position, c'est qu'en fait, on parlait de CSP+, et de CSP-. Avec des gens plus radicaux dans leur position, tu peux réussir à toucher un public beaucoup plus large parce que tu rentres pas dans les 50 nuances de subtilité, quoi. Et ça mérite d'être clair, tu veux. Ouais, leur position, elle mérite d'être claire et qu'ils se cachent pas. Et j'aimerais bien aussi qu'on ne se mente pas, tu vois, parce que dans les médias, il y a parfois un peu ce sujet de on fait genre, on n'en parle pas et tout ça. Mais c'est la vérité. La vérité, c'est que l'avantage d'une position radicale, j'ai pas dit une position extrême, je parle pas d'extrême gauche extrême, une position radicale, tranchée, c'est comment elle est claire pour tout le monde, donc elle permet de se positionner et de raisonner autour de cette clarté. Si je dis oui, mais en fait, ça dépend de la période et c'était pas pareil, mais on n'a rien compris. Tac, c'est quoi ton idée? Et ça, c'est aussi un truc que je trouve est important, que le crayon ait les deux, en fait. Et parfois, idéalement même, les deux face à face. Parce que du coup, ça permet en fait d'avoir une position forte qui fait qu'au moins on met les pieds dans le plat, on parle du sujet et on nomme les choses. Et de l'autre, une position plus nuancée qui va permettre de contrebalancer, de créer une énergie, plus de discussion, plus de construction, de réflexion à deux, quoi, tu vois. Okay. Et la réflexion aussi s'est posée sur le côté, je te parlais de matrice tout à l'heure, mais tu as des bulles de communauté sur les réseaux sociaux, des gens qui pensent plutôt ça, d'autres plutôt comme ça, et l'idée c'est aussi de dire, ok, prendre des représentants de ces bulles-là et les faire se rencontrer pour que chacune des bulles se rencontre elle aussi. En réalité, c'est ça aussi qu'on essaie de faire. Et donc forcément, au départ, quand ils se rencontrent, quand on voit la vidéo et que cette bulle-là Oni, cette bulle-là, elle voit l'autre, elle est en mode mais quel scandale. Elle est pas toi, de notre représentant de notre communauté, tu vas aller discuter avec quel scandale. Et à la fin, quand tu vois que ils tombent d'accord, en général c'est en mode ah ok d'accord, je comprends mieux, nanana, et on essaie de faire réfléchir dans cet objectif-là, tu vois. Et oui, forcément, on sait qu'au début ça va cristalliser, ça peut créer de l'attention, mais le but c'est qu'après on est convaincu qu'à la fin ça crée de la nuance et ça déradicalise. Et que les gens font un pas au moins intellectuel, entendent de ce qui se passe. Mais parce que en fait, surtout, peut-être que les gens se rendent pas compte à quel point beaucoup de Français sont matrixés dans leur bulle idéologique. Mais c'est alors nous on en parle beaucoup, hardcore, mais oui, que les gens se rendent compte qu'ils sont dans des bulles. Enfin, on y est tous. Même moi, je suis dans des bulles. Moi aussi, t'as l'impression de vouloir les élargir, mais les algorithmes font que t'es quand même. Mais rien que les gens les plus proches de toi, tu regardes, on le fait souvent, on regarde nos algorithmes TikTok. Enfin, c'est rien à voir. Vous n'avez pas le même TikTok. Oui, mais alors là, moi, je parlais même de le nombre de Français, et nous, on en croise régulièrement, mais qui n'ont jamais entendu le camp d'en face. Quand on y réfléchit, moi, ça me choque toujours. Je me dis, mais t'as jamais juste sorti Google et t'as tapé juste ce que te disait à la télé ou non, je crois pas. Je crois que les gens le font pas, ça. Mais c'est un truc de fou furieux, quoi. Je le disais notamment parce qu'il y a les parents d'une amie qui sont fans de Pascal Praud, tu vois, et y compris sur des sujets écologiques. Où pour le coup, on peut beaucoup aimer Pascal Praud sur les sujets écologiques. Parfois, il a dit beaucoup de conneries, quoi. Je trouve ça très limite. Tu vois, ce matin, dans ma banlieue, il faisait froid. Je vois pas où est le réchauffement climatique. Ouais, exactement. C'était lui. Hein, ouais, je sais ça. Et ça, moi, je trouve ça un peu limite. Et le fait de se dire, personne qui va regarder Pascal Praud va se dire juste, ne serait-ce que je vais taper sur Google réchauffement climatique. Juste réchauffement climatique, rien de plus, tu vois. C'est quand même dingue. Et donc, c'est ça que je dis, avec le crayon, ce que nous, on veut permettre, c'est de se dire, on fait au moins ce pas où, si on arrivait, qu'est-ce que je rêverais de faire un débat entre Pascal Praud et Camille Etienne, mais si au moins la personne qui est fan de Pascal Praud peut écouter ce que dit Camille et se dire, ok, il n'y a peut-être pas rien. Oui. Tu vois, si elle ne fait pas cette recherche Google, toi tu peux leur apporter dans un format divertissant. Parce qu'on leur ramène leur idole. Voilà, parce que si Pascal Praud a fait ça, ils vont forcément aller voir ce qu'a fait Pascal Praud. Oui, c'est bien respectable d'écouter les arguments de la personne en face. Exactement, parce que la personne que j'adore, elle l'écoute. Donc si elle considère l'autre, moi aussi je peux considérer. Au moins considérer les arguments. C'est pas forcément être convaincu, mais au moins considérer les arguments. Exactement. Et tu vois, tu me demandais le critère pour qu'on choisisse une personne ou une personne. Moi, le critère principal, vraiment celui qui compte au-dessus de tous, c'est que la personne se regarde, s'écoute. Juste ça. Et après,
le dialogue se fait, et voilà. Mais moi, c'est vraiment avoir ce regard, cette écoute, cet échange qui se crée, et c'est le plus important. Après, on verra, et ça prendra peut-être du temps, et ça se fera ou pas, mais voilà, juste créer ça. Très clair. Cool là-dessus. Alors, petit aparté, en tout cas, t'es devenu chroniqueur chez RMC. Ouais. J'ai vu. Et BFM Business. Et j'en parle parce que je pense que ça aide un peu à légitimer ce que vous faites, le média, ça installe le crayon dans... En tout cas, c'est kiffant. Dans quelque chose c'est un vrai rêve de gosse, pour le coup. J'imagine, à titre perso, ça doit être assez fou. Truc de fou, ouais. Mais tu peux parler un peu du crayon, tu peux un peu le mettre en avant. Il y a eu un effet. Il y a eu un effet sur ma crédibilité personnelle, parce qu'en fait, au même moment, j'ai été aussi choisi chroniqueur sur BFM Business. Donc en plus, les deux sont arrivés un peu en même temps. à 1 à 4 semaines d'intervalle, tu vois. Donc ça faisait vraiment 2 coups. Je pense que ça légitime le fait qu'on est un peu précoce, parce que mine de rien, moi j'ai 26 ans, donc c'est assez jeune pour c'est vrai que j'ai pas dit chroniqueur télé. Vous êtes jeune. Et donc du coup, je pense qu'il y a aussi un peu ce côté, ça nous positionne un peu comme des nouveaux petits cracks dans les médias, et ça c'est trop cool. Ça franchement, d'avoir cette image-là. Avec le côté positif et négatif quelque part du petit jeune. Allez, on a trouvé un petit jeune cool qui parle les médias et c'est très bien. Et pour le coup, c'est trop cool. Peut être un peu cliché parfois, mais en même temps, on te donne la parole. Ouais, mais on le prend pour le coup ce cliché-là, parce que la réalité c'est que on s'est tellement battu pour que les gens reconnaissent la légitimité de ce qu'on faisait, qu'aujourd'hui qu'on nous la donne, on la prend avec grand plaisir, et on cherche pas à dire maintenant vous nous la donnez au moment où on est trop puissant, donc en fait on vous la refuse. Non, au contraire, on est trop content. On est vraiment là pour construire. On n'antagonise ni la télé ni la radio. Notre but, c'est vraiment de créer des ponts. Comme je dis, on est un terrain de foot, on n'est pas un arbitre. Demain, vous pourriez faire de la télé ou de la radio si vous pensez que c'est cool pour le crayon et que ça va toucher d'autres publics, quoi. Et pour être franc, on est même en discussion en coulisses pour faire de la prod télé, tu vois. Donc on est nous-mêmes en train de nous positionner sur le fait de continuer de créer des ponts entre les mondes et les univers. Qui arrive de plus en plus. Et je trouve ça hyper cool, moi, quelque part. Parce que c'est nécessaire. Et puis nous, en fait, notre mission, c'était de réussir à réunir plus largement. Quand ça se fait, on va pas être énervé et le fuir. Au contraire, il faut l'embraser complètement. Et après, sur le côté vraiment, en tant que chroniqueur là-bas, moi, c'est un énorme plaisir, parce que je suis archi fan des grandes gueules depuis petit, et que du coup, c'était vraiment un rêve de pouvoir être dessus. Et sur ce dont j'en parle, moi j'essaie de défendre une position qui est peut-être moins tranchée que d'autres chroniqueurs, parce que j'ai quand même une boîte, j'ai quand même des obligations, j'ai pas une liberté de malgré tout, t'as pas s'embrouiller de parole de quelqu'un qui n'a pas de responsabilité. Parce que si je dis des choses, je dois les sourcer, je dois les vérifier, je dois les dire en pleine connaissance de cause, parce que sinon ça peut avoir un impact là où d'autres chroniqueurs des grandes gueules, parce qu'ils sont agriculteurs, parce qu'ils sont profs ou tout ce que tu veux, peuvent dire ce qu'ils veulent. Y a pas non, bien sûr, ça n'a pas d'impact. Ils ont pas ce principe. On n'a pas tant d'eux, on n'attend pas d'eux. En revanche, moi, je défends une ligne aussi dans les grandes gueules, une ligne sur la technologie, une ligne plus positiviste aussi, enfin une ligne sur on vit aussi une époque formidable. On vit une époque tragique, on vit une époque grave, mais on vit aussi une époque formidable. Et c'est important de le dire. On est la première ère de l'humanité où les gens meurent plus d'obésité que de faim. J'aimerais qu'on mesure, non mais c'est con, mais qu'on mesure l'ampleur de l'amélioration que c'est dans l'humanité. Oui, c'est vrai, pardon, je me disais non mais en fait c'est complètement con, parce que c'est tragique de mourir plus d'obésité, mais en fait non, le côté positif, c'est qu'en fait t'as réussi à renverser un peu le truc. Et on est passé c'est le paradoxe un peu. Non mais on est passé quand moi j'avais 5-6 ans au primaire, on était à 1 enfant sur 3 qui était en précarité alimentaire. On était à 1 enfant sur 7 2014-2015, et on est aujourd'hui à 1 enfant sur 12, je crois, qui est en précarité alimentaire dans le monde. Oui, donc c'est des sacrés progrès. Sacrés progrès. Plus le fait qu'il n'y ait jamais eu aussi peu de guerres. Alors si d'un point de vue très conjoncturel, il y a des guerres en ce moment, mais on est quand même dans une période relativement globalement sur les dernières décennies. Parce que je dis ça, les gens vont dire attends, les gars, oublie la guerre en Ukraine. C'est peut-être le retour justement malheureusement de cette tragique. Ça, effectivement, ça sera à suivre. On peut parler de diversification et du groupe. Je disais, vous avez levé 1 million d'euros. Donc vraiment pour assumer ce côté groupe, médias et services. Donc on a dit il y a le surligneur, l'agence RP, l'agence de création, et vous avez racheté les pépites de France. Tout à fait. Alors pourquoi ce choix ? Je suis allé voir, donc c'est j'exagère un peu, mais un guide touristique des plus belles destinations de France. C'est à peu Quel près rapport ça, avec le crayon à la base ? Alors déjà le rapport c'est le relationnel, c'est-à-dire qu'en fait un des deux fondateurs est un très bon ami à la base, et c'est comme ça qu'on a découvert les pépites de France, et au fur et à mesure qu'il nous en a parlé, de ce qu'il faisait, de comment ça fonctionnait et tout, on est tombé amoureux de ce média.
et donc on est resté très amis avec cette personne-là, jusqu'au moment où cette personne-là nous dit, il y a peut-être une opportunité de le racheter parce que moi, mon cofondateur qui était majoritaire veut potentiellement vendre. Et nous, on s'est précipité pour le faire, le racheter et puis avoir notre pote chez nous en interne. Tu vois. D'accord. Et il se trouve que notre pote, finalement, quand il a vu le Chécos, il a lui-même saisi la porte de sortie, on va dire. Mais du coup, nous, on était déjà engagés dans ce processus et hyper contents pour une simple et bonne raison, c'est que on estime que ça rentre parfaitement dans notre narratif de réunir la France avec les territoires, avec leur patrimoine, les réancrer aussi un peu. Et on trouve que c'est parfaitement éditorialement lié. Quoi. Encore une fois, être ce pont entre les Français et leur patrimoine. Et donc, c'est exactement cette logique-là. Et en fait, ça rentre totalement dans notre narratif. Donc, on s'est précipité parce qu'il y avait le relationnel, mais aussi parce qu'il y avait ce côté, c'est totalement ce qu'on veut faire dans notre projet. Et d'un point de vue business, ça correspondait parfaitement à notre doctrine, parce que nous, on a une doctrine en business qui est la Media-led Company. C'est un peu le concept business qu'on est en train de vulgariser, nous, en France, mais qui est en gros une entreprise dont la première brique de développement, c'est le média. Et en fait, le média va emmener ton entreprise vers d'autres choses. Et donc, du coup, ça peut être des agences, des produits, des services ou autres. Et les Pépites de France, il y a une application avec 350 000 utilisateurs, dont 4 500 payants en version premium. Derrière un média, c'était pile notre théorie de la Media-led Company. Un excellent exemple de Media-led Company, pour que les gens comprennent, c'est Welcome to the Jungle. Ouais, que j'ai reçu sur Mediarama il n'y a pas longtemps, qui font ça très 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 bien. Un fan de Welcome to the Jungle, et très cool le podcast avec eux. Merci. Vraiment, je suis fan de cette boîte. Je trouve que c'est brillant ce qu'ils ont fait. Ouais, ils ont effectivement bien exacerbé ce truc-là. Ça marche vraiment très bien. Donc, je le disais, vous avez levé auprès de Pierre-Édouard Stérin et Xavier Niel. C'est quoi l'ambition derrière, au-delà du rachat des pépites ? C'était aussi de se consolider parce qu'il y a quand même une quinzaine d'investisseurs. Il y a 3 noms, David Layani, Pierre-Édouard Stérin et Xavier Niel qui sont sortis dans les médias, mais il y a une quinzaine d'investisseurs. Et en fait, on a pris des experts. C'est-à-dire qu'on a un gars qui est un expert en tunnel de vente, en fonctionnement, on va dire, B2C derrière son écran. On a un patron d'un groupe d'agences, donc c'est hyper utile. On a un des plus gros business angels de France, s'appelle Andrea Ben Saïd, qui lui a un énorme portefeuille d'amis entrepreneurs qui peut nous rediriger comme client. En fait, on a pris des business angels stratégiques, quoi, comme devrait faire comme un board pour se monter de petits boards Exactement, de gens bienveillants autour de vous, quoi. Exactement. On a plus ça qu'un besoin de fonds. Le fonds, c'est rassurant pour se développer. Ouais. C'est rassurant d'avoir une caisse et une trésor bien solide, mais à part l'acquisition des pépites de France et le recrutement, on n'avait pas et le studio quand même, mais on n'avait pas de sujet structurel. Et puis le studio, finalement, on pensait que ça allait nous coûter 44, ça nous a coûté quand même vachement moins, quoi. Ça peut coûter pas très cher si on fait ça. Et parce qu'Anto est on a des experts de côté les coûts sur tout ce qui est production, etc. Donc en vrai, on est content. Ouais, non, mais c'est bien. Je pense que c'est Anto le ciseau. Ouais, voilà. Nous, c'est barre de fer. Chez nous, c'est barre de fer, on appelle ça. On est des barres de fer. En général, même sur l'entreprise, on a toujours eu cette logique de on dépense le moins qu'on peut. On fait, être économe et dépenser bien là où il faut, etc. Un peu de frugalité, quoi. Tout le temps. Mais même si on avait, plusieurs millions en trésor, toujours. Oui, vous changeriez pas forcément cette philosophie. Non, surtout pas. Et quand tu dépenses beaucoup, t'achètes des assets. Ouais, exactement. Parce que ça tu valorises, quoi. C'est quoi les prochains projets pour le crayon groupe? Le crayon même, je sais pas, peut-être on va commencer par toi si tu veux bien. Là, c'est quoi les évolutions du crayon pour les 5 ans à venir? Pour les 5 ans à venir, pour l'évolution... Plus que votre vie actuelle, quoi. Ouais, exactement. C'est dur de se projeter. Exactement. Non, mais en gros, l'objectif dans les 5 ans, c'est d'être un média incontournable, un mass média, quoi, tout simplement. Et se dire, ok, aujourd'hui, quel média je regarde? Je regarde le crayon parce que je leur fais confiance, ils traitent de sujets de manière juste, équitable. Je vais passer un moment. Parce qu'il y a cette logique aussi, comme on le disait tout à l'heure, sur l'actualité, de se développer aussi de ce point de vue-là, et de se dire, on fait de l'opinion, on fait des émissions, et comment on arrive à couvrir tout ce que peut couvrir un média généraliste, et d'arriver dans cette logique-là, d'être un média vraiment généraliste, et donc développer de nouveaux formats, de nouvelles idées, et d'être beaucoup plus présent aussi sur les réseaux sociaux. Et on le voit aussi, il y a une logique de flux beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que Brut, à un moment donné, publiait une vidéo par jour, t'es en mode ok, c'est bien Brut, on commence à publier 6 contenus par jour, t'es en mode ok, Brut, ils sont là, ils déconnent pas, tu vois. Ouais. Et l'idée, c'est aussi avec le crayon d'avoir les reins solides pour dire ok, on est capable de publier le plus possible de contenu et proposer le maximum de formats pour couvrir un peu tout ce que peut intéresser aussi les gens. Vous avez plein d'idées,
c'est plus aujourd'hui un peu encore le manque de moyens et de structure. Exactement, c'est tout ce qu'on est en train de développer là. Temporalité, voilà. Ouais. Puis ça prend du temps aussi. Bien sûr. Il faut construire une communauté, il faut que la confiance envers la communauté se construise, il faut que tout se fasse au fur et à mesure aussi. Donc on peut pas arriver en disant ok, on arrive tous les contenus, voilà, boum, comme ça. Ça marcherait pas probablement. Ça marcherait pas, et en plus tu construirais pas quelque chose de solide. Il y a une phrase qui dit tout ce qui se construit sans le temps n'y résiste pas, et j'y crois beaucoup. Genre vraiment petit à petit, on construit les choses, on gagne la confiance, on a la confiance, organique, et puis, solide. Exactement. Et tu crées une image aussi de marque qui est beaucoup plus forte en fonctionnant comme ça. Donc voilà, ça va prendre du temps, mais le but c'est clairement d'être un mass média. Et d'être encore là dans 5 ans. Ah, totalement. D'être encore là dans 5 ans. Et voilà, ambition pour le groupe. Alors, non, mais déjà, même sur le crayon, on est vraiment de plus en plus en train de regarder du côté de la télé et de la prod télé, en prod d'entreprise et prod télé d'émissions. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on faisait des émissions d'un niveau de prod qui était quasiment le max sur lequel on peut aller sur YouTube, en vrai. En qualité, hein, je dis pas forcément en ambition. En ambition, il y a des gens qui vont beaucoup plus loin que nous, mais en qualité. Et en fait, on se rend compte que de plus en plus, la télévision cherche à aller faire des émissions éditorialement ambitieuses tout en étant moins chères que celles qu'elles produisent aujourd'hui. Donc voilà, il y a même des chaînes de télévision qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à nous contacter. On est en discussion avec 2 gros groupes médias qui possèdent chacune plusieurs chaînes de télévision. Et c'est vachement intéressant et on est très impatient de rentrer dans ce truc-là. Parce que, comme tu disais, on a un peu plus d'idées de format que de possibilités de les mettre en place sur le crayon. Ouais, donc d'un coup, t'as un moyen de... un champ des possibles plus... Ça nous fait kiffer. Pour qu'on soit parfaitement d'accord, on adore ça. Avec Anto, on pourrait juste passer notre vie à juste penser des émissions et de faire que ça. Et après, à l'échelle du groupe, c'est vraiment de réussir à se structurer sur les 4 business units. Pour l'instant, de pas en créer une de plus que ça. Et pour faire un petit revue d'effectifs très rapide. Donc, le crayon boîte de prod, les pépites de France l'app. Vraiment, on va pas tarder à faire un drop patrimoine. Donc, avoir rajouté toute une partie patrimoine dans l'application hyper complète. Sur le surligneur, on est en train de regarder du côté des formations en ligne. Notamment avec pour but de réussir à servir tous les clients qui n'ont pas les budgets de se faire accompagner par notre agence. Donc des masterclass. Exactement. On a encore bénéficier un peu de tous ces conseils-là sans avoir les moyens de le payer en one-to-one. Exactement. Et on est encore en train de réfléchir au modèle économique de ça, parce que je trouve que la formation en ligne, juste vidéo, peut-être qu'on fera ça, mais ça me paraît insuffisant par rapport à ce que moi j'ai en tête. Ouais, il y a plein d'idées là-dessus, il y a plein de choses à faire, c'est cool. Et la toile, faut build vraiment la business unit sur les nouvelles bases, c'est-à-dire vraiment ce côté cercle de leaders d'opinion avec les grandes entreprises, tu vois. Ouais, ça va, un petit peu de travail à venir. Un peu de boulot. Bon, merci messieurs. La dernière question qui est un peu le gimmick de Mediarama, est-ce que vous avez un truc cool à nous recommander? Quelque chose que vous avez vu, lu, entendu, un jeu auquel vous avez joué, peu importe. Me dites pas une vidéo du crayon, je sais qu'elles sont toutes cool, je laisserai les gens aller voir. Ouais. Quelque chose que Alors moi j'en ai une pour ceux que les médias intéressent. Je sais qu'il est un peu controversé et parfois j'ai du mal à comprendre pourquoi il est à ce point-là controversé, alors que je trouve qu'il dit quand même il dit énormément de choses hyper pertinentes. C'est l'histoire de la presse au XXIe siècle de Idriss Aberkane. C'est une conférence de 1h30. Il est effectivement très controversé, mais c'est de plus en plus. Mais je comprends pas, enfin, en tout cas, que les gens regardent cette conférence et me disent ce qu'il y a de scandaleux d'écouter cette conférence et de trouver ça intéressant. Enfin, je pige pas. Puis encore une fois, un mec qui a 1 million d'abonnés pour parler de sujets de fond qu'on considère comme controversés, je me demande parfois s'il n'y a pas plus de gens qui le trouvent intéressant que de gens qui le trouvent controversé. Il y a ceux qui le trouvent intéressant, qui osent pas le dire, ou etc. Bah, moi, j'ose le dire, moi j'en ai marre. En fait, c'est aussi non, mais en vrai, c'est aussi la mission du crayon de se dire, je vais pas faire semblant de pas écouter un gars. Tu disais tout à l'heure, ouais, en tout cas, avoir ses opinions et puis un peu les affirmer. Enfin, c'est ce que je veux dire, mais il a une plus grosse chaîne YouTube que le crayon, mais il a surtout une plus grosse chaîne YouTube que beaucoup de gens qui la ramènent beaucoup en ligne. Ouais. Et puis qu'il a monté en peu de temps en plus. Hein. Ouais. Il a quand même. Parce que, moi en tout cas, je le dis, cette conférence-là. D'accord, je mettrai. Cette conférence-là, pour que les gens le sachent, c'est de cette conférence-là que vient l'idée, en tout cas pour moi, l'idée de étalon or, étalon fiat, étalon preuve, étalon source dans les médias. C'est de cette conférence-là, et c'est très brillant comme raisonnement. Bon, et écoute, je mettrai le lien en tout cas vers cette conférence. Je sais pas si entre-temps, toi, t'as réfléchi et trouvé quelque chose de cool à nous partager. J'ai réfléchi. Il y a une émission très cool sur Blast que je regarde en ce moment. Alors, j'ai plus le nom. Rhinocéros non, alors oui, Rhinocéros, évidemment, on regarde. Mais il y a une autre émission d'un gars qui raconte l'histoire de France. Et il la raconte de manière... j'ai jamais entendu l'histoire de France raconter de cette manière-là et je trouve ça absolument génial. Jean de France. C'est Jean de France? Non, c'est pas Jean de France. C'est avec un mec avec une grosse barbe, des cheveux un peu hirsutes.
C'est Rose Lamia. Ah oui, pardon, je vois son nom, je suis dessus. Je sais pas si. Je vois pas son nom, justement. Mais bon, voilà. Le format s'appelle. Tu l'as ou pas? Voilà, c'est Histoire de France. Histoire de France. L'Empire n'a jamais pris fin. Cette série est incroyable. Vraiment incroyable. Et je me le mets ça sort tous les dimanches à peu près, ou tous les samedis. Enfin, je sais que je regarde le week-end. Ça se met délicieusement. Et je me le mets délicieusement. C'est vraiment, il raconte comment. Là, il raconte pas comme Thielman. Voilà, pas comme Thielman. Il raconte comment la Gaule, finalement, en fait, les Francs, c'est un peu. C'était des bandits, et que les Français ne viennent pas des Francs, et qu'ils ont un peu imposé leur nom, et qu'on s'est fait gouverner par des bandits. Et alors, bon, il y a une analyse idéologique après derrière, que je valide peut-être sur pas tous les aspects, mais il y a, je trouve, un truc intéressant de décortiquer un peu l'histoire et de voilà. Cette construction de notre identité, de notre nom même. Exactement. Et ça, je trouve ça génial. Donc voilà, deux influences très différentes, tu vois. Au crayon, on regarde. Vous regardez partout, vous regardez dans toutes les directions. Exactement. Mais c'est quand même assez intéressant ce côté assumé de dire vous pensez pas les mêmes choses, vous n'avez pas forcément les mêmes opinions, mais vous aimez débattre et vous aimez écouter l'autre, et puis ça peut être intéressant de se réunir. C'est ça la France. C'est beau. C'est bon. On en restera sur cette jolie, un peu des choses positives. Merci messieurs, bravo. Merci beaucoup pour l'invitation. Et à vos deux cofondateurs. Tixine et Jules, on les embrasse. Voilà, exactement. Pour cette aventure, on suivra ça de près. Merci aussi de votre enthousiasme et puis d'être venu nous partager tout ça. Merci donc, et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa Vostra.